Et bonjour à tous, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances et aujourd'hui on commence un nouveau chapitre d'histoire. Et pour commencer, je vous propose de décrire et d'analyser ce tableau. Il s'agit d'une huile sur toile réalisée par Jacques-Louis David pour représenter le couronnement de l'impératrice Joséphine à Notre-Dame de Paris le 2 décembre 1804. Il est intéressant de noter que ce tableau fait tout de même 6 par 9 mètres, c'est-à-dire que quand on est devant, on a véritablement l'impression d'être à l'intérieur de l'œuvre. Joséphine, ici entourée en rouge, s'apprête à se faire couronner et devenir impératrice. Vous pouvez alors remarquer que c'est Napoléon Ier lui-même, l'empereur, qui va couronner sa femme, et non pas le pape, comme il était d'usage jusqu'alors. Le personnage central et pourtant mis dans l'ombre dans cette toile n'est autre que la mère de Napoléon Bonaparte. Celle-ci n'était pas favorable à l'union de son fils à Joséphine. Elle n'était donc pas présente le jour du sacrement. Elle est tout de même représentée ici sur la toile afin que l'on pense qu'elle était présente, mais surtout qu'elle était favorable à ce mariage. Ce détail nous permet de comprendre encore une fois qu'un tableau n'est autre qu'une représentation, mais pas forcément la réalité. Napoléon Bonaparte, plus précisément ici Napoléon Ier, puisqu'il est couronné, s'est sacré lui-même empereur. Cela prouve à la fois l'ego de l'homme, mais aussi le fait qu'il ne voulait pas que son règne soit directement sous la mainmise de l'Église. Le pape Pie VII se contente de bénir le couronnement. Il est entouré par les dignitaires ecclésiastiques nommés par Napoléon depuis le Concordat. Le Concordat est une convention signée en 1801 entre le premier consul, Napoléon Bonaparte, et le pape dans le but de mettre fin aux tensions entre l'Église catholique et l'État depuis la Révolution française. Alors que Henri IV se fait sacrer roi de France en 1594 par le pape, il est alors considéré comme un roi de droit divin, ça veut dire qu'il tire sa légitimité directement de Dieu. Napoléon Ier, quant à lui, ne tire sa légitimité que de lui-même et de ses actes. Le pape ne fait que figuration, il ne participe pas véritablement au sacre ici. Quant à aujourd'hui, lors des résultats de l'élection présidentielle de 2017, Emmanuel Macron gagne la majorité des suffrages exprimés et devient ici président de la République. Sa légitimité, il la tire directement du peuple. Nous comprenons donc qu'à travers l'histoire de la France, le fait religieux s'éloigne de plus en plus de la sphère politique. Nous n'allons pas remonter aussi loin dans le temps, mais nous allons étudier la République et le fait religieux depuis 1880. Nous allons nous poser la question suivante, notre problématique. Comment passe-t-on de la lutte contre l'influence des églises à une laïcité qui garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes ? Nous allons commencer par faire un zoom sur les lois laïques des années 1880. Au début des années 1880, les républicains au gouvernement traduisent progressivement en actes leurs valeurs. Par une série de lois, ils laïcisent les institutions. L'école primaire est au cœur de ce dispositif. Jules Ferry a été plusieurs fois ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts entre 1879 et 1883. Il est l'auteur des lois restaurant l'instruction obligatoire et gratuite. Il est donc vu comme le promoteur de l'école publique, laïque, gratuite et obligatoire. Il a été considéré, plusieurs décennies après sa mort, comme l'un des pères fondateurs de l'identité républicaine française. C'est entre les années 1881 et 1882 que les lois scolaires vont être votées, des lois dites Jules Ferry. Vous avez ici l'article 2 de la loi du 28 mars 1882, où il est dit que les écoles primaires vaqueront un jour par semaine, c'est-à-dire que les élèves, en plus du dimanche, n'auront pas cours pendant un jour par semaine. Et ce, afin que les parents puissent donner à leurs enfants une instruction religieuse. Cet article signifie qu'il n'y a pas d'instruction religieuse au sein des écoles primaires publiques, alors que les enseignants étaient jusqu'alors majoritairement des clercs et des religieuses. De plus, cet article ne préconise pas de religion en particulier, c'est-à-dire qu'il y a véritablement une liberté de culte, c'est-à-dire qu'on peut choisir entièrement la religion ou la non-religion à laquelle on veut adhérer. Voici le premier article de cette même loi. Celui-ci nous permet de comprendre
quel sera l'enseignement prodigué dans les classes primaires. La première discipline évoquée par ce texte est l'instruction morale et civique, sur laquelle nous reviendrons juste après. Ce qu'il est également intéressant de noter est la dernière partie du texte, qui concerne spécifiquement les enseignements pour les garçons, les exercices militaires, et les enseignements pour les filles, les travaux à l'aiguille. Nous pouvons alors comprendre que les programmes scolaires de l'époque ne sont pas égalitaires pour les filles et pour les garçons. C'est effectivement ce que l'on peut observer ici sur le tableau d'Albert Bétanier s'intitulant La tache noire. La tache noire représente ici ce que montre le maître à l'élève sur la carte, la Moselle et l'Alsace, ces provinces perdues en 1871. On distingue en effet dans le fond de la classe un râtelier de fusil et derrière le bureau du maître un tambour. Cette ambiance martiale est renforcée par la présence de l'élève habillé en blanc qui porte la croix de la Légion d'honneur. Pour en revenir à l'instruction morale et civique, je souhaitais vous présenter ce manuel d'histoire de France de cours moyen de première et deuxième année réalisé par Ernest Lavis dans les alentours de 1900. L'objectif est ici patriotique. À travers l'enseignement du passé national, Ernest Lavis offre une histoire de France romancée. Ce manuel a donc pour objectif de faire aimer la France aux enfants, mais également de leur faire aimer la République. Vendredi prochain, nous poursuivrons ce cours à travers une étude de documents qui nous permettra d'aborder l'école de la République et la querelle scolaire au XXe siècle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je suis là pour y répondre. Travaillez bien et passez une belle journée.